Bonjour. Vous êtes en direct de Lyon. On parle d'ailleurs assez peu de la région lyonnaise. Vous nous direz tout à l'heure si c'est une des régions épargnées et pourquoi. Mais d'abord, Bruno Lina, il y a 2 semaines, débutait jour pour jour le confinement pour tous les Français. On sait que c'est un peu tôt pour en tirer des leçons, on va dire entre guillemets définitives. Mais quand même, y a-t-il le moindre enseignement, même modeste, que vous pouvez tirer, vous, d'un point de vue épidémiologique de cette première quinzaine ? Alors, je vais m'appuyer sur ce que disent mes amis épidémiologistes. C'est que pour vraiment commencer à tirer des enseignements, il va falloir qu'on attende encore quelques jours. Vous savez que quand on déclenche un mécanisme comme le confinement, il y a en fait une inertie entre le moment où on débute l'action et le moment où on va voir l'effet de l'action. Et cet effet, on doit commencer à le mesurer cette semaine, à la fin de la semaine et au début de la semaine prochaine. Ce que nous disent les épidémiologistes et les modélisateurs, c'est que on doit passer par un phénomène de pic d'admission à l'hôpital, un pic d'admission en réanimation, qui sont les 2 marqueurs que l'on va surveiller et qui vont nous permettre de voir si les actions qui ont été mises en place sont performantes et nous permettent de diminuer la transmission et donc, de fait, d'avoir un effet positif de ce confinement. Alors, on attend tous, Bruno Lina, le pic, le fameux pic, vous venez d'en parler. Le pic, par définition, on va l'identifier, on va le reconnaître après plusieurs jours de baisse de ces admissions, de ces réanimations. À ce moment-là, on pourra dire « Ah oui, c'était le pic ». Alors, en fait, il faudra parler des pics, parce que vous savez qu'il y a une situation qui est un petit peu différente en fonction des régions. Donc, il va falloir qu'on surveille chaque région avec la dynamique épidémique que chaque région a pour pouvoir commencer à passer des signaux en disant, voilà, on a le sentiment que dans telle région, on est en train de passer ou on passe le pic, mais d'autres vont continuer à être en montée. Donc, il y a une dissociation régionale qui est liée au fait que l'épidémiologie et la circulation des virus ne s'est pas fait au même moment. Le début de l'épidémie n'a pas commencé au même moment, mais ce que l'on espère, c'est que les premiers qui vont passer le pic vont être ceux qui vont nous donner un petit peu le timing de ce que l'on attend, et puis surtout nous conforter dans un certain nombre de choix qu'on a faits. Effectivement, vous avez raison, il va falloir qu'on attende non seulement qu'on voit qu'on passe par un maximum, mais qu'ensuite on enclenche une décroissance qui doit être mesurée sur 2, 3, peut-être 4 jours consécutifs. Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites, en effet. Donc, il suffira pas de voir que dans l'Est ou dans l'Île-de-France, par exemple, on est passé par le pic. Il va falloir scanner, entre guillemets, en tout cas observer les chiffres dans toutes les régions, les unes après les autres. Or, on sait que ça procède par vagues. Et c'est seulement quand la dernière vague sera passée sur la dernière région touchée qu'on pourra dire on en est sorti. C'est en fait le décalage dans le temps. Certaines régions sont encore aujourd'hui assez peu touchées. Ouais. Alors, ce que l'on espère aussi, c'est que ces régions, du fait qu'elles sont peu touchées, mais elles ont mis en place le confinement, si ça se trouve, elles vont être moins impactées, puisque le confinement a été décidé d'un point de vue national. Donc, on sait que ce confinement, quand il est commencé tard dans l'évolution épidémiologique locale, eh bien son impact est moins important ou moins visible en tout cas. En revanche, s'il est commencé très tôt et qu'il est effectif, à ce moment-là, on peut avoir un pic épidémique qui va être relativement modeste. Donc c'est tout l'enjeu en fait du maintien de ce confinement à l'échelle de la France, même dans des régions où on a le sentiment que le virus ne circule pas. Vous disiez, il y a 2 marqueurs. Il y a le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre de réanimation. Ce sont ces 2 chiffres, ce n'est pas la mortalité qu'il faudra regarder, parce qu'effectivement, il y a un effet retard, mais ce sont ces 2 chiffres-là qui seront les indicateurs définitifs. C'est probablement ceux qui seront en tout cas le plus informatifs à un instant T. C'est-à-dire que si on veut avoir une façon de mesurer et de comparer sur des délais très courts, c'est-à-dire du jour pour le lendemain, c'est probablement ces 2 indicateurs qui seront les plus précis et qui vont nous donner les informations les plus fiables. Bruno Lina, vous disiez au Conseil scientifique, qui encore une fois est interrogé régulièrement par le président Macron, le confinement durera vraisemblablement au moins 6 semaines à compter de sa mise en place, c'est-à-dire le 17 mars. Donc, vous préconisiez d'aller jusqu'au 28 avril. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous pensez qu'il faudra encore aller au-delà ?
Écoutez, nous donnons un conseil, d'accord? Et ensuite, c'est les politiques qui décident. Donc, le politique, il passe des messages qui sont ceux qu'il passe actuellement, c'est-à-dire qu'on a prolongé le confinement d'au moins 15 jours. C'est important d'entendre au moins 15 jours et pas seulement 15 jours. Et on sait aussi que la proposition qui avait été faite, c'est une proposition basée sur une hypothèse de résultat. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et de nouveau, il est vraiment important de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent en termes de dynamique épidémique pour commencer à imaginer à quel moment on pourra dire que le confinement tel qu'il est organisé aujourd'hui s'arrête. Mais peut-être qu'il y aura des mesures qui s'installeront après, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas basculer d'un confinement assez strict tel qu'il est conduit aujourd'hui à une libération complète de toutes les activités. Ce ne serait pas raisonnable non plus. Vous travaillez d'ailleurs, Bruno Lina, déjà sur les scénarios de sortie de crise au Conseil scientifique? Ça fait partie des dossiers qui sont en cours de préparation. On est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'il faut envisager cela. Et donc, vous pensez que ce sera plutôt une sortie échelonnée qu'une levée de confinement globale, massive et pour tous les Français, comme ça l'a été pour l'entrée? Ça fait partie des hypothèses, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir actuellement, donc je ne peux pas vous en parler parce que de toute façon, on n'a pas terminé. Et par ailleurs, vous aviez aussi, il y a quelques jours, conseillé, toujours le Conseil scientifique avait conseillé, donc c'est sa mission, peut-être un échelonnement un peu plus strict, un peu plus serré. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? Non, en fait, il y avait de nouveau le Conseil donne des conseils. Il dit il y a il y a une chose qui est importante et il y a deux moyens de l'appliquer. La chose qui est importante, c'est d'avoir un confinement qui joue son rôle de confinement. C'est-à-dire que ce soit pas un confinement qui soit considéré comme en fait du temps de loisir et la possibilité d'avoir un petit peu de promenade et de choses comme ça. Le confinement, il s'agit de rester chez soi et d'éviter tout contact non nécessaire avec des personnes connues ou inconnues. Donc on avait l'impression, et c'était ce que l'on pouvait voir simplement en se promenant dans les rues, qu'il y avait une prise de conscience de ce que devait être le confinement qui n'était pas ancrée suffisamment forte dans l'ensemble de la population. Donc il y avait deux possibilités, soit de dire bon ben écoutez, on ferme tout, on fait comme en Chine, plus personne ne sort, ceux qui sont dans la rue sont arrêtés, ou alors on fait un travail de pédagogie pour expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, donner des exemples, éventuellement avoir un certain nombre de petites actions limitées qui accompagnent la mise en place du confinement tel qu'on l'avait conçu, imaginé, et voir si avec une adhésion, il n'était pas nécessaire d'aller au-delà, parce que vous savez que bien évidemment ça a des conséquences le confinement, c'est pas anodin. Donc et on avait poser ces deux options et finalement l'option d'explication et pas de renforcement du confinement mais d'explication claire et de l'application stricte des consignes a été un choix qui a été fait et on voit que ça commence à porter son fruit, donc c'était finalement un bon choix. Mais justement, Bruno Lina, l'autorisation qui a été donnée hier à un quart des marchés ouverts de rouvrir. Alors le plus fréquemment, ça concerne des petites communes ou des communes de taille moyenne. Est-ce que c'est conforme aux souhaits de l'épidémiologiste, virologiste que vous êtes ? Alors, quand on dit que les marchés rouvrent, il y a une nécessité dans certaines régions à ce que les marchés soient effectivement ouverts, parce que sinon, on ne peut plus aller chercher de quoi se nourrir. Donc, c'est important aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des consignes qui ont été données par rapport à l'organisation de ces marchés. Ils ne doivent pas se tenir dans des rues étroites. Ils doivent permettre la distanciation sociale et des mesures d'hygiène, tout en jouant son rôle de livraison et d'alimentation en quelque sorte. Donc il y a aux maires d'organiser comment faire que ces marchés fonctionnent dans de bonnes conditions, jouent leur rôle et permettent de maintenir ce lien. Donc c'est important.
Mais il y a des choix sont possibles, c'est parfaitement possible. Regardez, on arrive à maintenir des supermarchés en fonction. Je ne vois pas pourquoi, avec un peu d'organisation, on n'arriverait pas à maintenir des marchés en fonction aussi. Donc c'est conforme à votre souhait dans certaines conditions. Bruno Lina, vous savez on se pose énormément de questions. Vous répondez d'ailleurs formidablement au rendez-vous qu'on vous donne de ces questionnements sur le présent, mais sur l'avenir aussi, l'avenir proche. On a des tas de questions. Pour revenir à la sortie de crise, est-ce qu'il faudra tester toute la population pour être sûr d'en avoir fini avec ce virus? Alors, toute la population, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre actuellement, c'est qu'on va devoir tester beaucoup plus de monde. Quand on le dit cela, ça suppose une logistique et une infrastructure importante qui est en cours d'installation. Il y a des équipements lourds qui ont été acquis, qui sont en déploiement, avec comme on dit dans notre jargon, le consommable, c'est-à-dire il faut qu'on ait des réactifs, il faut qu'on ait des plastiques, il faut que tout ceci soit sécurisé, il faut qu'on ait des écouvillons pour faire les prélèvements. Tout ceci est en train de se mettre en place de façon à pouvoir, comme l'avait dit Monsieur le Ministre, augmenter de façon extrêmement significative la capacité de faire des tests, notamment des tests PCR, mais aussi potentiellement des tests sérologiques. Et on va combiner ces outils diagnostiques de façon à ce qu'on puisse avoir une image claire de ce qui se passe, à la fois en termes d'infection, et ça c'est ce que va nous dire la PCR, et en termes de personnes ayant été infectées, et ça c'est ce que va nous dire la sérologie. Et on va être dans une capacité de tests qui va être à hauteur de environ 50 à 55 000 tests par jour, ceci dans une échéance relativement brève, ce qui va permettre de répondre à un grand nombre de besoins, notamment toutes les personnes qui aujourd'hui se posent des questions lorsqu'elles ont des signes respiratoires. Eh bien, dans un avenir proche, il sera possible de tester sans réserve l'ensemble des patients potentiellement symptomatiques et de leur donner la réponse dans la journée. Oui, donc c'est vers ça que l'on tend. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas les moyens. Vous êtes d'accord? On est en train de s'équiper, de s'armer de tous ces tests. Vous dites dans un avenir proche. C'est vrai qu'on compte en jours. Pour vous, c'est quoi l'avenir proche? C'est le mois de mai? Puisque on sera non, c'est avant. Non, c'est au courant avril. Les équipements sont en train de s'installer là. Oui, c'est courant avril. C'est quelque chose qui s'installera et qui sera fonctionnel au moins dans une première vague d'ici une dizaine de jours. D'ici une dizaine de jours, on sera en capacité de commencer à tester les populations cibles, si j'ai bien compris, pour ensuite organiser la sortie. Si je résume. Absolument. C'est ça. Absolument. On aura le temps d'en reparler, professeur, parce qu'évidemment, on vérifiera si ça se passe effectivement comme ça et tout le monde le souhaite. Le doute est permis sur la Chine, Bruno Lina. C'est vrai qu'on avait acheté, entre guillemets, le scénario ou en tout cas les chiffres que nous avaient vendus les Chinois, c'est-à-dire un peu plus de 3200 morts, en particulier à Wuhan. Et puis aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que Pékin a menti ? Est-ce que Pékin a dissimulé les chiffres, puisqu'on s'aperçoit que le nombre d'urnes que viennent chercher la population à Wuhan, notamment, est très, très supérieur à ces 3000. Quelle est votre conviction ? Alors, ma conviction, en fait, c'est que pour l'instant, on se pose des questions. Vous avez raison. C'est important parce que on a comme point de repère ce qui s'est passé justement dans cette région par rapport à la dynamique épidémique et par rapport à l'impact du virus. On essaye de récupérer des informations soit directement, soit de manière indirecte sur à la fois ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui ont été infectées dans cette région. On essaye de récupérer des informations sur le nombre de décès aussi. Donc pour l'instant, ces informations, nous ne les avons pas. On observe la même chose que ce que vous décrivez, mais ça nous met beaucoup plus dans le flou que dans la réalité. Est-ce qu'il s'agit de 2 fois plus ou de 10 fois plus? Personne ne le sait. Donc il faut rester circonspect, certainement essayer d'investiguer cette différence qu'il doit y avoir entre le déclaré et puis ce qui s'est vraiment passé. Et ça nous permettra aussi de voir et de comparer les mesures que nous avons prises en termes de comparaison
comparaison d'action et de voir si on a bien fait ou si on n'a pas bien fait. Et notamment, pardon d'insister sur la sortie de crise, parce qu'il n'y a pas seulement le nombre de morts, il y a aussi le calendrier. Ils nous ont dit en 4 semaines, avec un confinement alors militaire ultra strict, beaucoup plus strict que le nôtre, puisqu'ils ont tout arrêté en Chine. Mais quand même, ils ont éradiqué le virus. Mais si ça n'est pas le bon scénario, je veux dire, tout s'effondre aussi pour nous comme modèle. Ça, on devra aussi réviser un oui et non, c'est-à-dire que... Pardon. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais ça fait partie de nos hypothèses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, on imagine toujours des scénarios qui soient différents, qui sont les scénarios théoriques de sortie, qui nous dit, eh bien finalement, on a réussi à maîtriser la vague épidémique est passée, et donc on va attendre une deuxième vague potentielle, mais qui viendra peut-être dans plusieurs mois. Ou inversement, il y a la possibilité que si le confinement est relâché trop vite, eh bien la deuxième vague commence immédiatement après. Donc c'est tout ceci que, bien évidemment, on est en train de réfléchir, de travailler, et d'observer un petit peu ce qui se passe chez nos voisins, qui ont un peu plus d'expérience que nous parce qu'ils ont commencé leur épidémie plus tôt, de façon à ce qu'on prenne les meilleurs choix. Hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a besoin on a des modèles, on a des hypothèses, mais on a besoin de les confronter à la réalité. Et donc aujourd'hui, il est très difficile pour nous de dire ce qui va réellement se passer. On sait quelles sont les possibilités et on va essayer de s'appuyer sur ce qui est observé dans les pays qui ont eu cette épidémie avant, en observant aussi les actions qu'ils ont faites en levée de confinement, pour essayer de proposer le meilleur scénario et ce qui va nous permettre de maîtriser au mieux le risque sur le long terme. On va arrêter d'avoir à gérer le court terme, il faut garder cela en tête, mais surtout maintenant enclencher et travailler sur la durée et arriver à avoir de l'anticipation par rapport à ce qui doit se passer dans 3 semaines, dans 2 mois et dans 4 mois. Et sur le court terme et le moyen terme, en fait, on n'a aucune certitude. C'est ça, professeur. Il faut être très sur le court terme, on n'a pas beaucoup de certitude. Sur le court terme, oui, effectivement, il faut être très humble. Non, on n'a pas de certitude. On a fait des choses, on a organisé des choses, et on va essayer de mesurer l'impact de ce que l'on a organisé. Comme je vous le disais, c'est probablement dans ces jours-ci qu'on va commencer à voir probablement une décroissance, et derrière de voir la rapidité avec laquelle la décroissance survient dans les zones les plus touchées, celles qui ont été touchées en premier, je veux dire. Et puis derrière, ça va nous servir de modèle pour la suite. En parallèle, comme je vous expliquais, il y a des zones où l'épidémie a commencé tardivement. Peut-être que ces mesures de confinement vont avoir un effet majeur. Et ça, c'est une expérience intéressante. Donc ceci, on va l'observer et ça va nous aider à comprendre ce qui se passera après. Alors justement, pour conclure, Bruno Lina, vous êtes en direct de Lyon. On parle assez peu effectivement de la région lyonnaise. Est-ce que ça veut dire que c'est pour l'instant une région qui est épargnée par le virus? Et deuxième question, est-ce que malgré tout, elle connaîtra de façon inévitable la vague? Alors, ouais, non, la région lyonnaise n'est pas épargnée par le virus. Il y a actuellement un nombre de cas qui est important dans la région lyonnaise. On voit qu'il y a un recours aux soins qui est massif. On voit aussi une excellente coopération entre l'hôpital et le privé, qui est absolument remarquable, qui permet aujourd'hui d'avoir une lisibilité qui est très bonne sur les capacités d'admission en réanimation et en soins intensifs. Il y a un échange extrêmement riche entre le privé et le public, ce qui fait que on a l'impression que même si la charge de travail est importante, non, mais je peux vous le dire que en tout cas, à Lyon, ça marche bien. Et c'est vraiment un effort conjoint du privé et du public qui fait qu'on est dans une coordination qui est pilotée par les Hospices civils de Lyon, avec l'aide de l'ARS, et qui fait que ça se passe bien. On espère, nous, sincèrement, on a quelques signes qui nous disent qu'on est peut-être en train de passer un cap. C'est trop tôt pour le dire, mais on a des signaux qui sont plutôt rassurants, et ce qui va nous permettre, à l'échelle de la région comme à l'échelle de Lyon, d'avoir finalement pu gérer cette dynamique épidémique dans d'assez bonnes conditions. Il y a encore beaucoup de patients en réanimation, il y a encore beaucoup de patients qui ont des formes graves. Donc attention, hein, de nouveau, quand on dit qu'on va avoir passé le cap, c'est super important de bien comprendre qu'il n'y a pas de relâchement à faire. Hein. Il faut continuer à appliquer les mesures parce que la reprise épidémique, elle est parfaitement possible. Et il faut vraiment qu'on arrive à
à éteindre au maximum la circulation de ce virus pour maîtriser l'épidémie. Ne pas relâcher évidemment les efforts ni la vigilance et se faire à l'idée que ça va durer. Merci beaucoup Bruno Lina d'avoir été avec nous ce matin en direct de Lyon sur LCI. Je rappelle que vous êtes membre du conseil scientifique et professeur de virologie. Bonne journée à vous.